Bonjour à tous, bienvenue dans Arrêt au stand pour une nouvelle émission sur le terrain, mais toujours avec mon compère Yves Lemaître. Salut Mathias, salut à tous, c'est un vrai plaisir de te retrouver et de vous retrouver sur ce magnifique circuit international de Nevers-Magnicourt où on a un gros week-end de course. Et tu nous as déniché un super invité aussi, Yves, puisque c'est un jeune avec beaucoup de réussite. Ouais, alors là vraiment on est allé dénicher Thomas Drouet, qui n'est ni plus ni moins que le champion de France en titre de GT4, c'est-à-dire la discipline reine des voitures fermées. Donc un jeune pilote de 23 ans qui est vraiment très en réussite. Eh ben allez, Thomas Drouet à Magnicourt, c'est parti. On y va. Bonjour Thomas Drouet, comment ça va? Bonjour, ça va super, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation ici à Magnicourt. Alors première question avant de démarrer, qu'est-ce qui représente pour toi ce circuit? Qu'est-ce que ça te fait d'être là? À Magnicourt pour moi c'est un beau souvenir puisque c'est ma première victoire en GT, on était en 2019 en GT4. Donc super souvenir, j'adore cette piste et ça fait plaisir de revenir ici chaque année. Alors on va reprendre le fil de ta carrière. Toi ton truc c'est le circuit. D'ailleurs tu as commencé le karting très jeune, c'est ça? Ouais, j'ai commencé le karting assez jeune je dirais, comme aujourd'hui la plupart des pilotes. J'ai commencé quand j'avais 7 ans. Donc voilà, ça reste assez jeune, j'étais enfant. Pourquoi t'as une famille qui est fan de sport auto, pas spécialement Qui est fan de sport auto, c'est pas vraiment le mot, mon père aime bien ça, mais lui il était dans un milieu totalement différent. Il est plutôt fan de rugby de base. mais moi j'ai été piqué et voilà, disons que c'est plus que le fan, c'est vraiment devenu une passion pour moi. Donc voilà, vraiment une passion même dans mon plus jeune âge. Yves, on démarre souvent par là. Ouais, d'abord quand on est né dans le sud-ouest, c'est normal qu'on soit fan de rugby. Hein, parce que je crois que Thomas est né à Mont-de-Marsan, donc terre de rugby. Hein. Donc la course automobile, bah, ouais, le début c'est toujours le karting, hein, mais Thomas c'est les filières forcément jeunes, hein, parce que on n'a pas le droit de mettre les fesses dans une voiture avant un certain âge. Mais en tout cas, sur la base circuit, mais même sur d'autres bases, ça reste la meilleure école, le karting. Est-ce que tu avais des prédispositions? Est-ce que très vite tu as senti que tu sentais bien le karting, que tu avais des bonnes sensations? Alors les sensations oui, après c'était vraiment, le but premier c'était vraiment le plaisir. Et je dirais qu'il faudrait que ce soit encore le cas aujourd'hui, mais on en parlera un peu plus tard. Et en fait c'était juste pour le plaisir et pas pour objectif de continuer et d'aller vraiment plus loin. Mais disons que de prédisposition, je pense que ça s'est bien passé et très vite j'ai eu de bons résultats. Ouais, très vite justement tu as eu des bons résultats et ça t'a emmené à un niveau international même. Est-ce que tu peux nous raconter? Ouais, en fait les choses ont évolué. Au début je faisais des courses régionales, voilà, et puis ça a bien fonctionné. J'ai eu mes premiers titres. Et donc au final après voilà, on passe au niveau national, ça s'est bien passé également, j'ai intégré des équipes professionnelles de karting et ensuite voilà, l'étape supérieure c'était l'international. Donc j'ai participé au championnat d'Europe de ma catégorie, des courses un peu dans le monde entier, donc voilà, vraiment le plus haut niveau du kart et ça m'a vraiment fait progresser. Tu as eu un déclic quand même, on va dire, d'un goût prononcé de la compétition à vouloir, on va dire, évoluer à partir de quel âge? Je pense qu'il se passe beaucoup de choses dans l'adolescence. Au final, moi j'ai commencé à vraiment être dans les têtes de série entre guillemets en France quand j'avais 13-14 ans. C'est là aussi où je suis passé au niveau international en kart. Et ce qui fait que voilà, j'ai beaucoup pris en maturité. Je le voyais tous les jours quand je revenais au collège et au lycée par rapport à mes camarades. Et donc ça fait vraiment apprendre beaucoup de choses. Et j'ai eu, je pense, un déclic grâce aux compétitions internationales de kart. Vers cet âge-là, à peu près vers 14 ans, tu as dit je vais essayer de pousser 2-3 nouvelles portes. Ouais, c'est ça. C'est un âge, je dirais, où voilà, on rêve et on pense forcément à ce qu'on veut faire plus tard. Alors des choses pas forcément réalistes au début, mais moi justement j'ai eu cette maturité-là et c'est là où je me suis dit que c'était vraiment quelque chose qui me plaisait et que je voulais continuer. Avec un esprit de compétition déjà forgé à ce moment-là, ouais. Ouais, Ça... En plus la rivalité en kart est vraiment folle, je veux dire, c'est très serré. Dans un championnat d'Europe ou une course mondiale, il y a énormément de pilotes, donc forcément si on n'a pas ce goût pour la compétition, on n'y arrivera pas. C'est pas un sport commun, on va dire. Ça nécessite quand même un certain investissement, que ce soit de temps, d'argent aussi pour des parents. À quel moment tes parents se disent « Allez, on va parier sur notre gamin » ? En fait, ça a toujours été un peu un deal avec mes parents, c'est-à-dire que forcément à l'adolescence, quand j'ai commencé à faire de plus en plus de courses en kart, j'étais aussi beaucoup absent à l'école.
Et donc là, en fait, voilà, il faut commencer à faire des compromis. Et ils m'ont toujours dit, voilà, nous, on veut bien t'aider. Maintenant, si on t'aide, il faut qu'à côté, il y ait des bons résultats à l'école, comme en carte. Et donc c'était un peu voilà, le gagnant-gagnant. C'est-à-dire que moi, il fallait que j'assure, et on sait que c'est très difficile de poursuivre dans une carrière en sport. Donc je devais être bon à l'école et assurer un bon niveau d'études. Donc ça commence dès le lycée pour avoir des bons résultats, le bac, etc. Et là, à partir de ce moment-là, ils ont dit, ok, nous, on veut bien t'aider. Ils ont vu que ça marchait bien. Donc ils ont accepté de m'aider à rechercher des budgets. Oui, tu as fait des bonnes études, donc le deal marchait. C'est ça, le deal fonctionnait, puisque c'est pas toujours facile quand on manque beaucoup. Moi, je pensais que au sport auto et au karting. Donc forcément, des fois, à l'école, je n'avais pas envie d'y aller. Mais bon, c'est le deal et je me suis tenu, donc ça va. Donc là, championnat d'Europe, c'est à partir de quel âge? 15, 16 ans? 15 ans? Ouais, même aujourd'hui un peu plus tôt, ça fait quelques années voilà, ça commence un peu plus tôt, même 12-13 ans, il y en a qui peuvent y participer. Moi, c'est dans ces eaux-là, vers 14 ans que j'ai commencé à le faire. Et donc ça tombait en plein sur la fin du collège et le lycée. Quoi. Et le championnat d'Europe de karting, c'est combien de meetings là? Combien de pays? Alors, en fait, le championnat d'Europe, on était sur 4 ou 5 meetings. Bon, le championnat d'Europe, c'est comme en voiture, on se retrouve à aller en Espagne, en Italie, en Angleterre, en Allemagne. Donc c'est pas très loin, je dirais. Mais comme en karting, ça roule beaucoup, on loupe vite une semaine. Donc louper une semaine d'école plusieurs fois dans l'année, c'est compliqué à rattraper quand même. Bon, tu as aussi fait une épreuve mythique du sport automobile, c'est les 24 heures du Mans en karting. Ça devait être quelque chose aussi. Ouais, c'était quelque chose. En fait, c'était en 2016. Ça m'a fait vraiment plaisir de participer à un tel événement. Et en fait, ça a le même succès qu'en voiture, même si forcément c'est un peu moins connu. Mais c'est dans le cœur du circuit en fait, de voiture. Et c'était vraiment un super événement. Il y a le même. En fait, en karting, on n'est pas habitué à l'endurance. Donc moi, en fait, j'ai toujours fait du sprint, des courses de maximum 25-30 minutes. Et là, on arrive sur les 24 heures du Mans. En karting, en fait, il faut tout revoir. Le kart est différent, l'approche est différente. Donc c'était vraiment un super événement. C'est pas sur le grand circuit forcément, parce que le karting pour faire un tour, voilà. Et là, c'est le même principe. À 3, sur quel type de karting, là, Le Mans? Alors, on était 4 pilotes. En fait, il y a 2 catégories. Il y a GP1, GP2. Nous, on le faisait en GP2. Alors, GP2, c'était un kart Rotax. C'est ce que je faisais en fait moi à côté, le Rotax Senior. Et ensuite, GP1, c'est des moteurs un peu plus puissants. Mais il y a plus de monde en GP2, donc nous, on voulait vraiment le faire. En plus, c'est ce qu'on connaissait. Et en fait, le défi, c'était... moi, c'était forcément ma première participation aux 24 heures. J'ai une course aussi longue en karting. Et c'était de même pour mon équipe. Donc, gros challenge et c'était une première pour tout le monde. Quoi. Alors, en 2017, tu as 18 ans, 19 ans à la fin de l'année. Et c'est là que l'auto t'ouvre ses portes, t'ouvre ses bras même. J'ai envie de dire, c'est la suite logique. Ouais, c'est ça, c'est la suite logique. Après avoir fait plusieurs années au niveau international en kart, on se pose des questions. Si on veut aller plus loin, et moi dans ma tête, voilà, à ce moment-là, forcément, je pense à la voiture et à passer en automobile. Donc voilà, c'est beaucoup de questions et c'est un grand saut en fait entre le kart et la voiture, c'est totalement différent. Il faut tout réapprendre et on s'est dit voilà, au bout d'un moment, il faut se jeter. Faut vraiment tout réapprendre, non? Tu as démarré par la F4 là, on va dire. Quand je dis tout réapprendre, c'est quand même... Bon, l'environnement, aujourd'hui, c'était déjà assez similaire en kart parce que sur des grosses compétitions, on a quand même des équipes très pro avec des moyens, c'est très avancé en matière de technologie. Donc au final, sur ce point-là, pas vraiment, mais c'est des plus gros circuits, la voiture est énorme comparée à un kart. Le poids, l'aéro, c'est des choses quand même, en termes de pilotage, je dirais, on repart presque de zéro. Quoi. Comment ça se met en place? Qui te fait confiance? Qui te lance dans le grand bain? C'est pas facile parce que je dirais qu'il y a beaucoup de pilotes aujourd'hui qui sont suivis et ils ont des personnes en fait dédiées qui s'occupent d'eux pour justement ça. Et moi en fait c'est un peu particulier, j'ai toujours fait ça avec ma famille, avec mon père qui s'occupe de moi et qui lui du coup n'y connaît pas grand chose non plus. Mais Jérôme Polican me suit depuis plusieurs années, il me suivait déjà en kart. Et en fait, c'est sous ses conseils que je suis passé en F4. Alors la F4, c'est un peu particulier parce que c'est une académie pour le coup. Hein. C'est vraiment la formule d'accession monoplace pour en principe une filière monoplace, on va dire, après le karting.
Mais c'est un championnat monotype où on se retrouve avec des voitures toutes identiques, entretenues d'ailleurs par un seul promoteur. Donc on va dire, faut pousser la porte d'y aller quand même, hein. Mais bon, on va dire, c'est la vraie bonne formule d'accession à la voiture. C'est la première monoplace, on va dire, dans la filière qui ouvre les portes. Alors après, on y reviendra, hein. Il y a différentes filières aujourd'hui, les voitures avec des portières et puis les voitures, on va dire, en monoplace. Mais de toute façon, quand on est jeune comme ça, comme Thomas, à 18 ans, la F4, c'est la meilleure école du circuit en tout cas. Donc tu as fait la FFSA Academy. Est-ce que tu peux nous expliquer son fonctionnement, son modèle? En fait, la FFSA Academy, donc c'est sous la tutelle de la Fédération française du sport automobile. Et c'est en fait un centre de formation qui est au Mans, donc c'est dans le cœur du circuit des 24 heures du Mans. Et donc c'est eux en fait qui s'occupent du championnat de France F4, donc ce que j'ai fait. Ils ont toutes les voitures dans leur atelier et en fait c'est eux qui s'occupent des pilotes, donc des jeunes pilotes qui viennent du kart. Et on a en plus du championnat de France F4 des stages physiques, psychologiques, voilà, pour nous suivre en fait après le kart et nous faire bondir en sport auto et nous encadrer en fait. Et la FFSA Academy, voilà, c'est connu je pense aujourd'hui dans le monde entier. Il y a des étrangers qui viennent faire le championnat de France F4 pour se mesurer au meilleur parce qu'il y a un très bon niveau et ils font ça très bien. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu une journée type? À quoi ressemble ta vie à ce moment-là? À ce moment-là, la F4, comme je l'ai dit, on a plusieurs, en amont en fait, avant le début de la saison, on a plusieurs semaines de préparation physique, où on est dans ce centre au Mans. En fait, en amont, ils nous expliquent aussi, on a quelques cours en fait sur la voiture, en fait, la monoplace, l'aérodynamique. On est en salle de classe et on apprend en fait ce à quoi on doit s'attendre. Et ils essayent justement de nous éduquer un peu à ces différences entre le karting et l'automobile. Donc la journée type, en fait, c'est comme si j'allais au lycée, sauf que c'est des choses qui m'intéressaient. Voilà, j'apprenais des choses super intéressantes et qui allaient me servir pour mon année de F4. Après moi, c'était pas facile, puisque faisant toujours des études classiques à côté, je devais encore louper beaucoup d'écoles au lycée et donc forcément, c'était un peu compliqué pour moi d'aller les deux, mais ça s'est bien passé. Il y a un moment où il faut faire des choix un peu Oui, il y a forcément des choix à faire, puisque moi je veux réussir d'un côté en sport auto, mais également à l'école. Mais forcément, moi, dans ma tête, la priorité, entre guillemets, mon père n'aimerait pas entendre ça, mais ça a toujours été le sport auto. Il va peut-être l'entendre, hein, il va l'entendre. Bon, maintenant, ça va, il est habitué et ça s'est bien passé, donc ça va. Mais voilà, moi, j'ai forcément fait quelques priorités lors de certains moments. Mais aujourd'hui, quand je regarde en arrière, ça s'est bien passé, même pour les études. Donc tout va très bien. Allez, retournons à la piste. Avoir une F4 dans les mains, c'est totalement différent d'un karting. On ne parle pas du tout du même poids, de la même puissance sous la pédale. Tes premières sensations, ça a été quoi? Tu as eu l'impression de t'envoler? Qu'est-ce que c'était? Ouais, c'est vraiment particulier. Alors le kart, on a l'impression d'aller vite quand même, puisqu'on est au ras du sol, mais la F4, on passe vraiment sur quelque chose de plus gros, plus lourd, mais bon, forcément aussi plus puissant. Et ce qui est impressionnant, c'est de découvrir l'aéro en fait. C'est des voitures légères qui ont beaucoup d'aéro. C'est travailler pour vraiment être très rapide dans les grandes courbes, dans les virages rapides. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas en fait en karting. Donc c'est vraiment spécial dans un premier temps. Et il faut vraiment apprendre à travailler avec et à ressentir en fait savoir aussi comment ça fonctionne pour pouvoir aller vite ensuite. Et cette année de F4, comment elle se déroule? Qui sont tes concurrents? Alors cette année de F4 se déroule bien. Moi forcément j'apprends, donc les premières courses je dirais par rapport aux concurrents il me manquait un peu de vitesse. En fait en 2017 il y a plusieurs concurrents qui ont redoublé, ils avaient fait la F4 déjà en 2016 et il y en a sur une quinzaine ou 16 voitures, il y en a quand même la moitié qui avaient fait la F4 l'année dernière. Donc moi j'avais vraiment un manque quand même de roulage par rapport aux autres, mais je me plaçais régulièrement dans le top 10. J'ai gagné une course au Grand Prix de Pau en ville, donc ça c'était vraiment un super moment. Pas très loin de chez toi d'ailleurs. C'est ça, voilà, pas très loin de chez moi, donc en famille c'était super sympa. Et puis Pau c'est quand même un événement mythique, donc voilà, ça
je me suis senti à l'aise et ça prouve que je savais quand même aller vite, même avec le peu de roulage que j'avais. Et donc très bonne année, j'ai beaucoup appris, c'était vraiment objectif. On doit être juste après les années Gasly, là, hein. Ça doit pas être, Ouais, c'est ça doit être 1 ou 2 années avant, hein, je crois, hein. Ouais, je pense que c'est ça. Il y a 3-4 ans avant, je pense qu'il y avait Gasly. Bon, il y a des noms qui sont aujourd'hui très hauts en sport auto, en Formule 1 ou même en proto, et des pilotes très connus qui ont fait la F4. Donc c'était vraiment une bonne chose de le faire et je ne regrette pas du tout. Yves, tu me confirmes, c'est la filière d'excellence, entre guillemets, c'est le centre de formation, Thomas le disait, de ceux qui derrière vont en F1, vont ailleurs. Alors, c'est, on va dire, la première filière voiture-circuit. Et il se trouve que, comme son nom l'indique, hein, FFSA Academy, parce qu'une fois qu'on a dit F4 c'est plutôt la catégorie de voiture. Mais la FFSA Academy, c'est vraiment quelque chose qui a été créé. C'est une vraie école du sport automobile pour réussir dans ce métier-là. Et reconnue dans le monde entier, d'accord ? Donc j'ai envie de dire, c'est l'école, c'est l'académie, faut y passer, Et donc voilà. Après, on arrive sur une monoplace, comme l'a très bien dit Thomas tout à l'heure. Les monoplaces, c'est l'aéro. Hein, et l'aéro, c'est par rapport à une GT, c'est plaqué au sol, hein, puisque F4, F3, F2, F1, on monte. Et puis c'est de plus en plus plaqué au sol. Donc il a très bien indiqué que c'est en fait les premiers gros changements sur le karting, c'est ça. Et puis c'est le passage par l'école. Voilà. Donc la FFSA Academy, elle est vraiment reconnue, on le voit encore aujourd'hui, hein, d'ailleurs, hein, puisque quand on vient sur un championnat de F4 là, qui suit d'ailleurs les championnats GT, vous apercevez que il y a des noms de toutes les nationalités, hein. Bon, dès l'année suivante, là on est en 2017. Tu poursuis en GT, c'était l'un de tes rêves, tu avais un attrait particulier pour cette discipline ? C'est ça, en fait. Pour la plupart des gens, ils se sont posés quelques questions. De faire une année d'F4 et ensuite de passer au GT, c'est pas quelque chose qu'on voyait beaucoup à l'époque. Aujourd'hui, ça se démocratise un peu. Mais moi, en fait, c'était vraiment mon rêve même quand j'étais en karting, je regardais beaucoup plus d'endurance, de GT, plutôt que de Formule 1 ou de monoplace en général. Donc moi, je savais que voilà, ce qui me faisait vraiment vibrer, c'était ces courses-là, que je voulais poursuivre en GT après. Mais c'était vraiment une super école de faire la FS Academy. J'ai vraiment énormément appris, mais je savais déjà que voilà, aussi pour une raison de budget, on va pas le cacher, c'est très coûteux de poursuivre en monoplace. Donc moi c'était vraiment un choix et pas par manque de budget ou quoi, c'était vraiment mon choix d'aller en GT en 2018. Alors je le dis souvent moi, hein, mais on va en profiter pour remercier Jérôme Polican qui nous accueille ici dans le team Acodis ASP, qui est le patron de Thomas et qu'on connaît bien, qu'on a eu à la télé et qui est un ami de longue date. Et à son époque, on a eu l'occasion d'en parler. On va dire, donc il y a une bonne génération d'avant, c'est-à-dire la mienne d'ailleurs. On essayait tous d'aller vers la monoplace. Et puis quand on voyait les portes qui se refermaient, on se réorientait vers la GT, vers l'endurance ou des choses comme ça. Ça ressemblait plus à une deuxième carrière. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Des pilotes professionnels, il y en a dans plein de disciplines. On peut rajouter aussi le WTCR ou des voitures traction, hein, parce qu'il y a le GT, il y a les tractions, il y a l'endurance et il y a les monoplaces. Donc aujourd'hui, ce que Thomas nous indique, c'est que dans sa tête, c'était assez clair du départ en fait. Il avait plus en tête, on va dire, de monter dans une voiture, une GT, peut-être un proto quand même un jour, voilà. Mais de partir sur une filière plus endurance. Et c'est des vraies réalités d'aujourd'hui. Les générations de Thomas aujourd'hui, les pilotes, quand ils essayent de se projeter dans une carrière, il n'y a pas plus que la F1, quoi. Avant, c'était plus que la F1 en objectif principal. C'est fini, ça. C'était ou la F1, et puis comme il n'y a que 20 places dans le monde, on se réorientait vers autre chose. Aujourd'hui, il y a des vrais bons pilotes de voitures traction, de voitures propulsion et de proto et de championnats d'endurance
qui font d'ailleurs des très très belles carrières. Donc Thomas, c'est clair dans sa tête, quoi, puisqu'il est, il est jeune, il a 23 ans, et rapidement, après une année de monoplace, il s'oriente vers le GT. Donc Yves nous a un petit peu coupé l'herbe sous le pied, mais c'est à ce moment du coup que tu intègres AK ASP. Parle-nous un petit peu de ce mariage, ce recrutement entre guillemets, appelle ça comme tu veux. En fait, c'était pour moi la suite logique, parce que comme je l'ai dit, j'étais suivi depuis le karting par Jérôme. Absolument. En fait, c'est une histoire sympa parce qu'on s'est rencontrés dès mon plus jeune âge, quand j'avais une dizaine d'années, puisque à l'époque, les locaux de l'équipe de Jérôme étaient basés à Nogaro. Moi, mes parents vivent à côté de Nogaro, donc j'ai fait ma scolarité en fait, jusqu'au bac à côté de Nogaro. Donc j'ai pu rencontrer Jérôme à cet âge-là et je venais voir à l'époque les Porsche et les Ferrari qu'il avait roulé et moi j'étais comme un fou parce que c'était des voitures peut-être qui me faisaient rêver. Et il m'a suivi, il a vu que ça a bien fonctionné pour moi. Donc ce qui a très bien ensuite, ce qui s'est très bien passé pour moi, c'est qu'en 2017, quand je faisais la F4, Mercedes-AMG a sorti son modèle GT4. C'était un peu l'arrivée des nouvelles GT4, la nouvelle génération de GT4, et qui a donné en fait par la suite un succès phénoménal au championnat de France. Et donc tout s'est bien aligné en fait. L'arrivée de Mercedes en GT4, Jérôme a ensuite eu comme projet d'en prendre, et donc moi il savait clairement que c'est ce que je voulais faire, et ça a bien fonctionné, quoi. C'est une des spécialités du team aussi de parier sur les jeunes, de lancer des carrières. Alors Jérôme, il est très très précis dans ses recrutements sur les deux championnats, que ce soit GT4 ou GT3. Il réfléchit beaucoup dans l'homogénéité de ses équipages, parce que toutes ces courses-là, comme le dit très bien Thomas, ce sont des courses d'accession, on va dire au Mans, on pourrait dire ça comme ça. Donc c'est déjà des courses d'équipe à deux. Donc qu'on soit en GT4 ou en GT3, on partage la voiture. Donc l'homogénéité des équipages entre la jeunesse, l'ancienneté, les gentlemen, on va dire les pilotes pros, on va dire confirmés. Le team AK en général est plutôt très brillant. La preuve, il n'y a qu'à regarder les résultats, on va dire, et les recrutements sont habiles. Donc Thomas, il s'est glissé dans ce schéma. Avec Mercedes aussi, c'est félicitations, c'est ce qu'il faut dire. En tout cas, pour Thomas d'avoir intégré un si bon team, puis pour Jérôme d'avoir recruté un si bon pilote. Un recrutement réussi puisqu'en 2019 tu es en GT4 et là tu fais tes premiers podiums. Ouais, c'est ça. Forcément 2018 c'était l'année la découverte. Je découvrais le GT. Alors c'est aussi un autre monde comparé à la monoplace. C'est une voiture beaucoup plus lourde, qui est aussi plus puissante. Il y a des choses différentes à gérer par rapport à la monoplace. Donc j'apprends et je suis très bien suivi avec Jérôme qui lui a une grande carrière en GT. J'avais fait je crois 2 podiums en 2018, mais vraiment en 2019 c'est là où je monte d'un step. Je me classe régulièrement parmi les premiers pilotes en essai qualif et donc je réalise ma première victoire à Manicourt ici même en 2019. C'était vraiment j'étais super ému en fait d'arriver à... T'avais quel âge, 21 ans, 20 ans? Ouais, j'avais 20 ans et j'ai fait 21 à la fin de l'année, mais donc voilà, en fait pour moi c'était un premier accomplissement puisque je me suis battu pour ça et gagner au général dans un championnat temps relevé pour un jeune pilote comme moi, c'était une belle histoire. Et du coup, c'était qui ton équipier à ce moment-là j'étais mon coéquipier c'était Benjamin Ricci, donc on roulait en fait en Pro-Am, moi j'étais le pilote pro et lui était le pilote amateur sur la voiture. Et donc on a réussi à s'imposer au général à Manicourt et terminer par la suite top 5 du championnat. Donc très content. C'est le moment où tu dis que tu changes de dimension, que tu changes de division, entre guillemets. Ouais, c'est ça, se dire en fait, quand on voit les noms, les pilotes en fait qui ont gagné des courses dans ce championnat, c'est un championnat qui a une histoire énorme en France. Et c'est que des pilotes qui ont eu une grosse carrière par la suite. Donc voilà, je me dis ok, c'est encore plus sérieux et maintenant il va falloir le refaire, en fait, gagner d'autres courses. Tu nous as donné quelques petits éléments, mais tu roules principalement ou même uniquement avec des Mercedes. Est-ce que c'est un constructeur fétiche avec
qui tu as des affinités personnellement? Tu sens leur bolide? Ouais, c'est ça en fait. Déjà dans un premier lieu, ouais, c'est le constructeur en fait de l'équipe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Acodis ASP a un partenariat avec Mercedes AMG et on représente en fait la marque sur les championnats de GT3 et de GT4. Et ensuite, voilà, moi c'est effectivement depuis mon plus jeune âge, Mercedes c'est une marque qui a une histoire énorme en sport auto. Donc forcément, on ne peut pas être insensible à ça. Et ensuite, à côté, l'histoire qu'ils ont eue en Formule 1, parce que je regarde quand même encore la Formule 1, Évidemment. c'est assez énorme. Donc, fan aussi de cette marque, évidemment. Ça marche aussi pour avoir des résultats, Yves, d'une certaine fidélité, où on peut passer un week-end d'une Alpine à un autre, une Aston Martin, où il y a quand même une logique de résultat. C'est difficile à répondre à cette question-là. Ça dépend des pilotes. Vous avez des pilotes qui sont ultra fidèles à une marque et qui roulent de façon très régulière. D'ailleurs, on pourrait dire la même chose en rallye des fois. Et puis vous avez des pilotes qui ont une capacité on va dire, de changement de voiture, de discipline, et puis qui ont une capacité d'adaptation très bonne. Alors on ne parle pas de discipline, quand on parle de l'Andros, on parle du GT, on parle de certaines monoplaces. On voyait le mois dernier avec Nicolas Prost qui passe d'une F3 à une GT4. Ce qu'il faut surtout retenir déjà dans ce que nous dit Thomas, c'est qu'il n'a surtout pas perdu de temps. Il n'a vraiment pas perdu de temps parce que, il le dit assez humblement, mais le GT4, je suis bien placé pour vous le dire, il est d'un niveau très élevé, très resserré. Le plateau du milieu, on va dire que ce soit en silver, en pro, mais même en âme, je veux dire, est très relevé. Il y a des écarts très serrés entre toutes les voitures. Donc quand on accède à la victoire, au podium et autres, il n'y a pas de hasard. Enfin, il faut mettre tout bout à bout. Et Thomas le fait très bien pour son jeune âge. Et il faut vraiment le féliciter. C'est ce qu'il faut retenir parce que c'est pas facile de gagner sa première course sérieusement en GT4. C'est des plateaux hyper relevés, avec, comme il l'a très bien dit, des noms qui ont eu des grandes carrières derrière. Mais même aujourd'hui, je veux dire, sont des championnats ultra serrés, quoi. C'est donc au volant d'une Mercedes que tu es sacré champion de France de GT4 en 2021. Tu as pas encore 23 ans, tu avais 22 ans à ce moment-là. Est-ce que tu estimes être en avance, être dans les temps, être en retard? Ça dépend comment on voit les choses. Ouais, c'est dur à dire parce que il y a quand même quelques autres pilotes dans mes âges entre guillemets qui roulent en GT aussi. Mais par contre, c'est vrai que je me suis dit je réalisais pas trop au début, mais arriver à gagner ce championnat qui est comme on dit depuis tout à l'heure, qui est vraiment ultra relevé, arriver à s'imposer, c'est que tout doit être parfait entre guillemets et il faut que derrière il y ait un travail énorme, il y a beaucoup de boulot, de sacrifices et je me suis dit c'est vrai que gagner ce championnat qui est très relevé à 22 ans, c'est quand même un bel accomplissement et moi forcément je suis très content pour moi et l'équipe également parce que c'est un boulot énorme et d'arriver à ce soulagement à la fin de l'année, ça fait plaisir. Alors juste pour bien tout redire à nos téléspectateurs, donc tu as fait 2 années avec le même équipier pour démarrer, donc c'était Benjamin Ricci. Ensuite une 3e année avec qui? Alors, en 2020 j'ai roulé en catégorie silver, donc en fait j'étais associé à un pilote qui a le même rang que moi, qui était Paul Petit, on fait 4e du championnat. Et donc ensuite je repasse en 2021 en programme, parce qu'on s'est bien entendu avec Fabien et en fait on représentait la Matmut sur notre voiture et c'était une super année, je me suis super bien entendu avec Fabien et, voilà. Il nous parle de Fabien Barthez, l'ancien gardien de but de l'équipe de France, donc qui faisait équipe l'année dernière avec Thomas donc en 2021, sauf une manche, parce qu'il y avait 6 meetings, ils en ont fait 5. Donc Thomas a une particularité, c'est qu'il est seul champion de France. Il est seul champion de France. Fabien Barthez a raté le championnat à moins une course. Voilà. Et ce qu'il faut indiquer là-dedans, donc Thomas il se retrouve en 4e année de GT4. Donc c'est plutôt pas mal pour son jeune âge. Et le championnat 2021 a été très indécis. Jusqu'à la dernière course, ça on le sait, mais surtout
avec un nombre de vainqueurs de course, d'équipages passés au podium, en silver, en pro-am, à tous les niveaux, on est tellement incertain à chaque course, c'est que Thomas, il a eu la maturité, enfin avec Fabien, d'avoir de la régularité dans l'équipage. Et une fois encore, on va remercier son team manager, Jérôme Polican, de faire des équipages, on va dire, homogènes, pour pouvoir aussi jouer placé toute la saison. D'accord ? C'est-à-dire que, enfin, on l'a vérifié avec d'autres équipages, qu'on fait des meetings parfaits pour ne plus être là au meeting d'après. Et le fait de jouer la carte de la régularité lorsque c'est tellement serré que ça joue au centième, au millième de seconde en qualif, et qu'en course, il y a énormément de faits de course aussi dans les courses de GT, et ben Thomas, il est passé à travers les gouttes, toutes les gouttes, et c'est comme ça qu'on devient champion. Et je crois que c'est vraiment ce qu'il faut retenir, quoi. C'est que Thomas, pour l'instant, dans toutes les étapes qu'il avance, et ben à la fin, ça score. Ça score jusqu'à un championnat, quoi. Et je vais lui dire, je ne sais pas si c'est très gentil ce que je vais dire, mais avant le dernier meeting du Castellet, personne n'était sûr qu'il sorte champion, quoi. Et vraiment, je pense que lui aussi est capable de le dire, hein. Il était loin d'être sûr de savoir s'il allait finir premier, deuxième, troisième, peut-être même quatrième d'ailleurs à ce moment-là, hein. Donc l'année d'avant, quatrième, c'est déjà top, hein, parce qu'en troisième année, quatrième, c'est déjà une preuve de régularité. D'accord ? Et puis là, tac, 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 ça match. Donc voilà, on a notre champion de France 2021. Non, mais c'est top, mais c'est tellement important. Enfin, moi, je connais bien la discipline. Et vraiment, il faut vraiment se rendre compte de ça, quoi. C'est qu'on peut faire une perf un week-end et pas être là le week-end d'après. Et on le voit d'ailleurs, hein, c'est tellement relevé, que ce soit au niveau des équipes, au niveau des équipages. Moi, j'avais encore une question à te poser. Est-ce que c'est toi qui choisis tes équipiers en début d'année ? Ça, je dirais que ça dépend de chaque année. En fait, c'est des discussions, voilà, à chaque fois à l'hiver, qui sont intéressantes et indécises jusqu'à, au final, quelques semaines avant le début de la saison. Et comme voilà, je connais bien Jérôme et ça fait maintenant 4 ans que je roule pour la même équipe. Ce qui est bien, c'est que je peux discuter avec lui et il me laisse donner mon avis sur une certaine sélection, des fois de coéquipiers qu'on peut faire. Et on fait des journées tests aussi pour un peu affiner justement des fois quand on a plusieurs pilotes qui veulent venir. Et voilà, j'ai l'impression et je ressens que j'ai une place importante au sein de l'équipe qui me fait confiance sur ça, que j'ai pu lui prouver que j'étais un pilote assez complet et qui pouvait justement compter sur moi pour donner un avis sur un potentiel coéquipier. Et après, je dirais de notre côté, ce qui est top avec Jérôme, et je pense qu'il est vraiment aussi il est vraiment très reconnu grâce à ça, c'est qu'il est en fait lui il voit, comme on disait tout à l'heure, la performance, c'est-à-dire qu'il va voir l'homogénéité d'un équipage et en fait même s'il m'aime bien, des fois il va me dire les choses et il est franc, mais c'est une bonne chose et ça rentre en considération quand on fait le choix des équipages. Et j'ai jamais été déçu en fait heureusement, je dirais, mais j'ai jamais été déçu par un coéquipier parce qu'à chaque fois on a eu de bonnes discussions en début d'année et on a construit quelque chose de solide et qui score à chaque fois, comme on disait, à la fin de l'année, donc c'est très positif. On a parlé beaucoup de GT4, mais tu fais également du GT3. Rapidement, est-ce que tes objectifs sont les mêmes dans cette discipline aussi ? Est-ce que tes sensations sont différentes ? Alors le GT3, j'ai commencé l'année dernière, en fait c'est ma première saison complète en GT3. Donc le GT3, on monte vraiment encore d'un cran. C'est des voitures un peu plus pointues, plus puissantes, avec plus d'aéro qu'en GT4. C'est international, parce que là je passe du championnat de France. Bon, il y a un niveau incroyable, ça c'est clair, mais c'est des équipes françaises et des pilotes français. En GT3, on passe sur une dimension internationale et on a des équipes qui viennent de partout dans le monde, avec des pilotes, en fait les meilleurs de chaque pays qui s'affrontent en GT. Donc c'est une vision des choses un peu différente, mais ça m'a vraiment fait grandir aussi, puisque
l'année dernière, en fait, j'apprenais à chaque course, ça s'est bien passé et on termine vice-champion à la fin. Donc très positif, et je dirais que ça complète encore un peu plus mon expérience dans le monde du GT et de faire les deux en fait, GT4 et GT3, je pense que c'est une bonne chose. C'est pour ça que je continue à le faire cette année. Tu as trouvé un gros step entre la GT4 et la GT3 en pilotage? Il y a quand même un gros step. En fait, moi je fais de la Mercedes en GT4 et en GT3. Je dirais que la philosophie du pilotage, la manière de piloter la voiture n'est pas tant différente. Par contre, c'est vrai qu'il y a quand même autour environ 8 ou 10 secondes sur le temps autour de différence. Donc c'est quand même colossal. Et en fait, on se rend bien compte quand on fait les deux, le GT4 et le GT3, qu'en final, la GT3 c'est quand même encore plus poussé et que c'est une voiture de course qui est vraiment ultra performante, quoi. Donc on ressent quand même la différence. C'est quoi le nom de tes équipiers? Alors GT3 en 2021, c'était avec qui tu roulais? Alors en 2021, je faisais l'endurance, donc on était 3 sur la voiture. Je roulais avec Simon Gachet, donc, qui est aussi un habitué maintenant de l'équipe. Et Konstantin Tereshchenko, un pilote russe. C'est très bien passé, c'était très sympa quand même. Et cette année? Et cette année, en fait, je fais plus endurance, je fais le sprint, donc pour découvrir aussi voilà, un nouveau championnat très relevé. Et donc on n'est que 2 par voiture. C'est le même format que le GT4, on a des courses d'1 heure. Et donc je roule avec un pilote anglais qui s'appelle Casper Stevenson. Pardon. Et Casper, il a 20 ans, donc voilà, il est un peu plus jeune que moi. Il découvre aussi le GT, donc voilà, j'ai le rôle un peu aussi de grand frère. Apprendre un peu le GT, c'est le vieux de l'équipe en fait. C'est ça, le vieux à 23 ans. C'est déjà le moment de se dire au revoir. Merci beaucoup Thomas Drouet d'avoir accepté notre invitation pour ce nouveau numéro d'Arrêt au stand. Merci à toi Yves, comme d'habitude. Merci à vous, merci à Thomas. Merci à vous, chez vous, pour votre fidélité à l'émission. Et puis on vous dit à très bientôt pour un prochain numéro d'Arrêt au stand.